Tu as perdu la tête? Qui t'a permis de changer le code secret de ta carte bancaire? Je voulais envoyer ton salaire à ma mère, hurlait mon mari, en se jetant sur moi, les poings serrés. Je n'ai fait que sourire, car ce n'était que le tout début de l'histoire. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à notre chaîne. Merci, et bonne écoute à tous. La notification de la banque est arrivée à 7h30 du matin, au moment où Camille se tenait devant la cuisinière, en train de faire frire des œufs. Opération sur la carte 4276, débit de 320 €. Bénéficiaire, Elisabeth Moreau. Elle regarda l'écran de son téléphone, posa les yeux sur la poêle, puis fixa de nouveau l'écran. 320 €. Elisabeth Moreau, c'était sa belle-mère. Camille appuya sur la notification, ouvrant ainsi l'historique complet de ses opérations bancaires. Une autre ligne apparaissait juste au-dessus, 280 €, virés avant-hier. Et encore au-dessus, 150 €, envoyés il y a une semaine. Les œufs commençaient à brûler. Camille éteignit précipitamment les plaques de cuisson. « Antoine !» cria-t-elle en direction de la chambre à coucher. Son mari apparut dans l'encadrement de la porte, en train de boutonner sa chemise, les cheveux encore humides après sa douche. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Camille lui tendit son téléphone. Il jeta un coup d'œil à l'écran, mais l'expression de son visage resta de marbre. « Ah, ça. C'est parce que ma mère en avait besoin, expliqua-t-il. 750 € sur 2 semaines. Elle a de graves problèmes de tension artérielle, et ses médicaments coûtent une fortune. Tu sais bien à quel point c'est difficile pour elle, de vivre avec une seule petite retraite. » Camille reprit son téléphone, faisant défiler l'historique un peu plus bas. Les virements en faveur de sa belle-mère étaient réguliers, tombant tous les quelques jours. La somme totale, rien que pour le mois dernier, dépassait largement les 1200 €. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-elle. « Je te l'ai dit, ma mère en avait besoin en urgence, » répondit-il, sur la défensive. « Antoine, c'est notre argent pour l'appartement. Nous économisons pour cet apport initial depuis déjà 2 ans, protesta Camille. Il haussa les épaules, puis commença à se verser une tasse de café. Ma mère est bien plus importante qu'un appartement. Et puis, nous sommes jeunes, nous aurons largement le temps d'économiser encore. Camille regarda le dos de son mari. Il avait 34 ans, travaillait comme ingénieur en bâtiment, et gagnait très bien sa vie. Ils étaient mariés depuis 6 ans. Au cours de ces 6 années, elle s'était habituée à sa douceur, à sa bienveillance, ainsi qu'à sa capacité à faire des compromis. Mais à cet instant précis, il y avait quelque chose d'inhabituel dans le son de sa voix. Ce n'était plus de la douceur, c'était de l'obstination. « Je vais appeler ta mère », annonça-t-elle calmement. « Pourquoi faire ?» rétorqua-t-il. « Pour savoir ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a vraiment besoin d'une aide médicale professionnelle ?» Antoine se retourna brusquement, faisant déborder un peu de café sur le bord de sa tasse. « Ne la dérange pas avec ça. Tout va très bien. »« Alors, explique-moi toi-même. » « En détail, » exigea Camille. Il posa sa tasse sur la table, avant de jeter un regard nerveux à sa montre. « Camille, je suis en retard. Nous en parlerons ce soir. »« D'accord, » dit-elle simplement. La porte d'entrée claqua lourdement. Camille resta seule dans la cuisine, contemplant ses œufs refroidis, le téléphone toujours serré dans sa main. Pendant sa pause déjeuner, elle décida d'appeler sa belle-mère. Elisabeth décrocha après la 3e sonnerie. Sa voix était pleine d'énergie, ne montrant absolument aucun signe de faiblesse ou de maladie. « Camille, ma chérie, comment vas-tu » s'exclama-t-elle joyeusement. « Bonjour, Elisabeth. Je voulais simplement prendre de vos nouvelles et savoir comment vous vous sentiez. »« Oh, c'est très gentil de demander. Tout va pour le mieux, je fais mon petit bonhomme de chemin. »« Antoine m'a dit que vous aviez d'importants problèmes de tension », relança Camille. Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. « Mais non, tout va très bien.
Je prends mes petits cachets, tu sais. À notre âge, on ne peut pas s'en passer, répondit-elle finalement. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, insista Camille. Une nouvelle pause s'installa, sensiblement plus longue que la précédente. Ma chérie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, demanda la belle-mère d'un ton méfiant. Rien du tout, je m'informe, c'est tout. Peut-être que vous avez besoin d'aide? Non, non, je me débrouille très bien. Tu dois être au travail, je suppose. Je te laisse, je ne veux pas te déranger plus longtemps. La conversation se termina de manière étrangement précipitée. Camille posa son téléphone sur la table, le regard fixé sur sa salade à moitié entamée. Quelque chose, dans toute cette histoire, ne collait pas du tout. Le soir même, elle s'arrêta à la pharmacie de son quartier. La pharmacienne, une femme d'un certain âge vêtue d'une blouse blanche impeccable, écouta attentivement ses questions concernant les traitements contre l'hypertension. Pour un retraité souffrant d'hypertension, ces médicaments sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale s'il y a une ordonnance du médecin traitant, expliqua la pharmacienne. Sinon, pour les versions non remboursées, cela coûte entre 10 et 20 € pour un traitement d'un mois complet. 20 €. Pas 750. En rentrant à la maison, Camille trouva Antoine déjà installé sur le canapé, son ordinateur portable sur les genoux. Elle s'assit près de lui, attendant patiemment qu'il finisse de taper quelque chose sur son clavier. « On peut parler ?» demanda-t-elle. « Oui, bien sûr. » Il referma son ordinateur. « Je t'écoute. »« J'ai appelé ta mère aujourd'hui. Elle m'a confirmé que tout allait pour le mieux. » « Eh bien voilà, je te l'avais dit. Pourquoi t'inquiéter pour rien ? » Antoine, les médicaments les plus chers contre la tension coûtent au grand maximum 20 € par mois. Et pour les retraités, c'est généralement gratuit. Où sont passés ces 750 €? Il se renversa contre le dossier du canapé, passant nerveusement ses mains sur son visage. Il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi les factures d'électricité, les courses alimentaires. C'est difficile pour elle. Elle touche une retraite de 1 200 €, plus une petite aide complémentaire de 300 €. 1 500 € par mois pour une personne seule, c'est tout à fait correct pour un retraité. Comment connais-tu le montant exact de sa retraite, s'étonna Théil. Elle me l'a dit elle-même l'année dernière. Elle se plaignait que c'était peu, mais elle m'a donné le chiffre exact. Antoine se leva, commençant à faire les 100 pas dans le salon. Camille, c'est ma mère. Je veux simplement qu'elle puisse vivre dignement. Je le souhaite aussi, Antoine. Mais pourquoi le faire dans mon dos, sans m'en avertir ? Parce que tu aurais de toute façon été contre, lâcha-t-il finalement. Voilà. Tout s'expliquait. Il savait pertinemment qu'elle désapprouverait, et c'est pour cela qu'il avait gardé le silence. Nous économisons pour acheter un appartement, rappela T.L. avec fermeté. Nous avons un plan financier, un budget strict. 1 200 € par mois, cela représente un quart de nos revenus communs. On continuera d'économiser, on patientera 1 an de plus, ce n'est pas un drame, balaya Théil d'un revers de main. Et si ta mère continue de te demander de l'argent ? Elle ne le fera pas. D'où sors-tu cette certitude ? Il ne répondit pas, se contentant de la regarder comme si elle exigeait l'impossible. Comme si le simple désir de mettre de l'argent de côté pour leur propre logement relevait de l'égoïsme pur. Camille alla se coucher dans un silence de plomb. Antoine resta très tard dans le salon, la faible lueur de l'écran de son téléphone clignotant dans l'obscurité. Les 3 jours suivants, ils s'adressèrent à peine la parole. Camille partait travailler très tôt le matin, et rentrait tard le soir. Antoine faisait comme si de rien n'était. Le vendredi, elle consulta de nouveau son application bancaire. Un nouveau virement venait de passer, 400 €. Destinataire, Elisabeth Moreau. Ses mains se mirent à trembler. Elle ouvrit la conversation partagée avec Antoine, et lui envoya un message cinglant. « Tu as encore envoyé de l'argent à ta mère. » La réponse arriva 5 minutes plus tard.
Son réfrigérateur est tombé en panne. Elle en avait besoin d'un nouveau en urgence. Nous avions convenu que rien ne sortirait sans mon accord, écrivit Camille. C'était une véritable urgence, répondit-il brièvement. Camille composa immédiatement le numéro de sa belle-mère. On décrocha, mais pas tout de suite. Elisabeth, bonjour. Antoine m'a dit que votre réfrigérateur était en panne. Ah, oui, le frigo. Oui, figure-toi qu'il a rendu l'âme. Il était très vieux, de toute façon. Et quelle pièce exactement est cassée, demanda Camille. Je n'en sais rien du tout, ma chérie, je ne m'y connais pas en électroménager. Il ne refroidissait plus, c'est tout. Vous avez fait venir un réparateur? Il y eut une légère hésitation au bout du fil. Non, pas encore. Antoine m'a dit que c'était bien plus simple d'en acheter un neuf. Je vois. Et dans quel magasin l'avez-vous acheté? Dans une grande surface, c'est mon fils qui a tout organisé. Écoute, ma chérie, je dois te laisser, ma voisine vient de sonner à la porte. Camille ouvrit son navigateur web et tapa, prix réfrigérateur classique. Les modèles normaux coûtaient entre 250 et 300 €. Absolument pas 4 cents, à moins de taper dans du haut de gamme. Le soir, elle attendit Antoine de pied ferme dès son arrivée. Quel genre de frigo as-tu acheté à ta mère? Il retira sa veste, la suspendant soigneusement au porte-manteau. Un modèle classique, avec un congélateur en bas. Pour 400 €. Bien sûr, c'est un prix normal pour toi. Ce type de modèle coûte 250 € en magasin, j'ai vérifié cet après-midi. Le visage d'Antoine se durcit immédiatement. Camille, arrête de me faire subir des interrogatoires. J'aide ma mère, ça ne regarde que moi. Ça nous regarde tous les deux, car c'est notre argent commun. Dans ce cas, je vais aider ma propre famille avec mon salaire, répliqua-t-elle sèchement. Très bien, dit-il en hochant la tête. C'est d'accord. Mais une petite voix intérieure soufflait à Camille que ce n'était pas une solution, c'était juste un sursis. Une semaine plus tard, c'était l'anniversaire de la belle-mère. 61 ans. Elisabeth les avait invités à déjeuner le samedi midi. Camille marchait dans le long couloir de ce vieil immeuble de banlieue qu'elle connaissait si bien, tenant un gâteau entre ses mains. Antoine portait un bouquet de fleurs. Arrivés au 3e étage, ils sonnèrent. La belle-mère leur ouvrit, vêtue d'une robe rouge éclatante et totalement neuve. Sa coiffure sortait tout droit de chez le coiffeur, et elle portait un maquillage soigné. « Mes enfants, entrez, entrez donc, s'exclama-t-elle avec enthousiasme. L'appartement sentait bon le poulet rôti et les épices. Sur la table trônaient déjà diverses salades, des amuse-bouches, et une carafe de vin. Camille inspecta la pièce du regard. Dans le coin du salon trônait un tout nouveau réfrigérateur argenté, de toute évidence un modèle très coûteux. Et juste à côté, près de la fenêtre, s'affichait un téléviseur flambant neuf, un écran plat immense dont la diagonale mesurait au moins 150 cm. « Elisabeth, vous avez changé de télévision ?» demanda Camille, en s'efforçant de garder une voix neutre. La belle-mère se retourna, son regard glissant rapidement sur le grand écran noir. « Ah, ça, oui. C'est Antoine qui me l'a offert en avance pour mon anniversaire. Il est magnifique, n'est-ce pas ?» Camille lança un regard noir à son mari. Il retira sa veste et fila directement vers la cuisine, sans même oser croiser ses yeux. Le repas d'anniversaire se déroula dans une atmosphère extrêmement tendue. Elisabeth parlait des voisins, du centre médical, des programmes de télévision qu'elle adorait. Antoine hochait la tête, resservait sa mère, et remplissait son verre. Camille resta silencieuse, piquant machinalement sa salade avec sa fourchette. Lorsqu'ils sortirent enfin dans la rue, elle s'arrêta net devant l'entrée de l'immeuble. « Combien a coûté cette télévision ?» exigea-t-elle. Antoine regardait obstinément ailleurs, fuyant son regard. 800 €. Tu as payé ça avec ton propre salaire? Oui. Tu mens.
Ta paie est tombée avant-hier, je l'ai vu, c'était 2500 €. Hier, tu as payé le loyer, Internet, l'assurance et l'essence. Il te restait à peine 1000 €. D'où sortent ces 800 € supplémentaires? Il pivota violemment vers elle, une lueur d'agacement traversant son regard. J'en ai marre de tes interrogatoires incessants. J'ai pris dans mes économies secrètes, si tu veux tout savoir. Tu n'as aucune économie secrète, Antoine. Nous gardons tout sur notre compte commun. Tu as donc emprunté à un collègue. Camille fit un pas vers lui, menaçante. Ou alors, tu as encore pioché sur notre carte commune. Encore une fois, sans me demander mon avis. Un lourd silence s'installa entre eux. Bon, et alors, finit-il par souffler, excédé. C'est ma mère, Camille. Son anniversaire n'arrive qu'une fois par an. Tu avais pourtant promis de ne plus toucher à l'argent du ménage. Je ne pouvais décemment pas la laisser sans aucun cadeau. Camille tourna les talons et se dirigea vers leur voiture. Elle s'installa sur le siège passager, claquant violemment la portière derrière elle. Antoine prit le volant 5 minutes plus tard, le visage fermé comme un bloc de pierre. Ils firent tout le trajet du retour sans échanger un seul mot. Une fois rentrée, Camille ouvrit son ordinateur portable, se connecta à son espace bancaire, créa un tableau, et commença à répertorier méthodiquement tous les virements envoyés à sa belle-mère au cours des 6 derniers mois. Les chiffres s'additionnaient, formant un total absolument terrifiant. Janvier, 350 €. Février, 450 €. Mars, 550 €. Avril, 700 €. Mai, 800 €. Et juin, alors que le mois n'était qu'à moitié écoulé, 850 €. Le grand total s'élevait à 3700 € en l'espace de 6 mois. Camille se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. 3700 €. C'était une grande partie de leur apport pour le crédit immobilier. Ou le prix d'une bonne voiture d'occasion. Ou simplement une solide épargne de sécurité. Antoine entra dans la pièce et aperçut le tableau affiché en grand sur l'écran. Tu tiens vraiment une comptabilité de mes faits et gestes, s'offusqua-t-il. Je dois comprendre où part tout notre argent. On dirait que tu m'espionnes. On appelle ça de l'éducation financière, Antoine. Il s'assit sur le rebord du lit, se frottant vigoureusement le visage avec ses mains. Camille, je comprends très bien que cela te déplaise. Mais ma mère est toute seule depuis le décès de mon père. Elle n'a personne d'autre que moi au monde. Je ne peux pas la laisser tomber. Je ne te demande pas de la laisser tomber. Je te demande de fixer des limites claires. Quel genre de limites? Une somme fixe d'aide mensuelle. Par exemple, 150 €. C'est largement suffisant pour l'épauler, mais ce n'est pas critique pour notre propre budget. Antoine secoua lentement la tête. Et s'il lui arrive un vrai problème? Si elle a urgemment besoin de liquidités? Alors, nous en discuterons ensemble, à deux. Comme une vraie famille. C'est ma famille, Camille. Et je suis aussi ta famille. Il se leva pour s'approcher de la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Je suis incapable de lui refuser quoi que ce soit. Tu comprends ça? J'en suis incapable. Elle a sacrifié sa vie entière pour moi. Elle m'a élevée toute seule pendant que mon père buvait. J'ai une dette immense envers elle. Tu ne lui dois absolument rien, Antoine. Les parents font le choix d'avoir des enfants, ils ne le font pas pour exiger une compensation financière des années plus tard. Antoine se retourna d'un coup, le visage déformé par la colère. Tu n'as plus de mère, tu ne peux pas comprendre ça. Le silence tomba dans la pièce, lourd et tranchant comme un couperet. La mère de Camille était décédée d'un cancer 8 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 24 ans. 6 mois d'une lutte acharnée, passée dans les couloirs de l'hôpital. Antoine le savait très bien. Il avait été là pour elle à l'époque, il l'avait soutenue, il l'avait accompagnée au centre d'oncologie. Et aujourd'hui, il lui jetait cette tragédie au visage, comme un reproche. Camille referma doucement son ordinateur, puis se leva.
Je vais passer quelques jours chez Céline, annonça-t-elle d'une voix glaciale. J'ai besoin de réfléchir. Camille, attends. Mais elle rassemblait déjà ses affaires dans un grand sac de voyage. Des t-shirts, des jeans, son chargeur de téléphone, et sa trousse de toilette. Pardonne-moi, je ne voulais pas dire ça, tenta-t-il, désespéré. Si, tu le voulais. Sinon, tu ne l'aurais pas dit. Elle quitta l'appartement, refermant la porte sans faire le moindre bruit, sans la claquer. Elle descendit par l'ascenseur, s'installa au volant de sa voiture, et démarra le moteur. Son téléphone vibra sur le siège passager. C'était un message d'Antoine, pardonne-moi. S'il te plaît, reviens à la maison. Camille rangea son téléphone dans la boîte à gants et traversa la ville pour rejoindre Céline, sa seule véritable amie proche. Céline l'accueillit sur le pas de la porte avec une tasse de thé brûlant et un plaid chaud. Raconte-moi tout, dit-elle doucement. Camille lui raconta l'histoire des virements, le nouveau réfrigérateur, la télévision immense, et les mots terribles qu'Antoine avait prononcés. Céline écoutait en silence, hochant la tête, grimaçant parfois de dégoût. Écoute, es-tu absolument certaine que tout cet argent va réellement à sa mère, finit-elle par demander. Camille releva la tête, surprise par la question. Comment ça? Eh bien, peut-être qu'il dépense tout ça pour autre chose. Des dettes de jeu, d'autres femmes. Non, Antoine n'est pas du tout comme ça. Comment peux-tu en être si sûre? Camille se mit à réfléchir. C'était vrai, d'où tirait-elle cette certitude? Elle voyait bien les virements partir vers le compte d'Elisabeth. Mais que se passait-il ensuite? Que faisait vraiment sa belle-mère avec tout cet argent? Demain, j'irai la voir, décida-t-elle d'un ton ferme. Je vais lui parler directement. Je dois absolument découvrir la vérité. Le lendemain matin, Camille se présenta chez sa belle-mère sans prévenir. Elle sonna à la porte, attendant patiemment, choisissant mentalement les mots qu'elle allait prononcer. Elisabeth ouvrit la porte en peignoir, le visage marqué par une profonde surprise. Camille? Mais où est Antoine? Il est au travail. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, entre je t'en prie. Camille pénétra dans le salon qu'elle connaissait si bien. La nouvelle télévision trônait fièrement avec son grand écran noir. Le réfrigérateur flambant neuf bourdonnait doucement dans la cuisine. Sur la table basse, un catalogue de meubles luxueux était ouvert à la page des canapés de créateurs. Je voulais avoir une petite discussion avec vous, commença Camille, en s'installant sur le vieux canapé. Au sujet de quoi, ma chérie? Au sujet de l'argent. L'expression du visage de la belle-mère changea radicalement. Son sourire chaleureux fit place à une prudence glaciale. Il y a un problème? Elisabeth, Antoine vous transfère des sommes d'argent extrêmement importantes. Près de 3 700 € en seulement 6 mois. La belle-mère se laissa lentement tomber dans le fauteuil qui lui faisait face. Il m'aide, c'est tout. Un fils qui prend soin de sa mère, est-ce que c'est un crime? C'est une bonne chose, en soi. Mais nous économisons pour acheter un appartement, et nous prévoyons d'avoir un enfant. De telles dépenses sont critiques pour notre équilibre financier. Elisabeth attrapa une serviette en papier sur la table, et commença à la froisser nerveusement entre ses doigts. Je le comprends, mais que veux-tu que j'y fasse? Je ne lui demande jamais d'argent, c'est lui qui me le donne de son plein gré. Camille posa son regard sur le catalogue de meubles. Avez-vous réellement besoin d'un nouveau canapé? Le regard de la belle-mère fusa vers la table basse. Oh, je regardais ça comme ça. Rêver n'a jamais fait de mal à personne. Antoine sait très bien que vous regardez ces catalogues. Vous lui en avez parlé, n'est-ce pas? Camille se pencha légèrement en avant. Elisabeth, soyons parfaitement honnêtes. Avez-vous réellement besoin de tout cet argent? Ou l'acceptez-vous simplement parce qu'il vous l'offre sur un plateau? La belle-mère se redressa de toute sa hauteur. Une lueur de froideur traversa ses yeux. Camille,
ma petite, je suis sa mère. J'ai le droit absolu à sa protection et à ses soins. Mais pas au détriment de notre propre famille. Vous n'êtes sa famille que depuis 6 petites années, alors que je le suis depuis le premier jour de sa vie. Selon toi, qui est la plus importante des deux? Camille se leva calmement. Je vois. C'est très clair. Merci pour votre grande franchise. Elle quitta l'appartement, sentant son estomac se nouer violemment. Le décor était planté. La mère contre l'épouse. Et de toute évidence, Antoine choisissait sa mère. Elle rentra chez elle en fin de journée. Antoine était assis dans la cuisine, une assiette de dîner à moitié terminée posée devant lui. « Tu étais où ?» demanda-t-il. « Chez ta mère. » Il releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. « Pourquoi faire ? » « Pour parler. Pour tirer au clair ce qui se trame dans mon dos. Et tu sais quoi ? » Camille s'assit juste en face de lui. « Ta mère estime qu'elle a beaucoup plus de droits sur toi que je n'en aurai jamais. Elle m'a affirmé qu'elle était ta famille depuis toujours, alors que je ne suis là que depuis 6 ans. » Antoine baissa immédiatement les yeux vers son assiette. Elle ne voulait sûrement pas dire ça comme ça. C'est exactement ce qu'elle a dit. Mot pour mot. Maman s'inquiète simplement du fait que nous prenons nos distances avec elle. C'est le cycle naturel de la vie, Antoine. C'est normal de prendre de la distance, car tu as fondé ta propre famille. Elle n'a que moi. Et tu m'as, moi. Il releva les yeux, son regard trahissant une fatigue immense. Camille, je ne peux pas choisir entre vous deux, c'est impossible. Alors, choisis de poser des limites. Aide ta mère, oui, mais dans des proportions raisonnables. 150 € par mois. C'est amplement suffisant pour la soutenir, et cela ne ruinera pas notre budget. Une longue, très longue pause s'installa. D'accord, finit-il par acquiescer d'un signe de tête. Nous allons essayer. Camille laissa échapper un long soupir. Peut-être que c'était sa chance ? Peut-être qu'il avait enfin compris le message. Mais au fond de son cœur, elle savait déjà la vérité, ses promesses n'étaient que du vent. Les mots d'Antoine, lorsqu'il s'agissait de sa mère, avaient moins de valeur que le papier sur lequel ils auraient pu être écrits. Les semaines suivantes allaient lui prouver que certaines personnes ne changent jamais, elles apprennent juste à mieux cacher leurs mensonges. 2 semaines s'écoulèrent dans un calme illusoire et parfait. Antoine rentrait à l'heure du travail, ne parlait jamais de sa mère, ne réclamait plus d'argent, préparait le dîner le week-end, et l'embrassait tendrement avant de partir le matin. Il lui avait même offert des fleurs un mercredi, sans raison particulière. Camille observait cette idylle soudaine avec une extrême méfiance. C'était beaucoup trop parfait, beaucoup trop appliqué. C'était comme s'il répétait le rôle du mari modèle devant son miroir chaque matin. Un vendredi soir, en sortant de la douche, elle perçut le son de sa voix provenant du salon. Il parlait bas, presque dans un murmure. Camille entr'ouvrit doucement la porte pour observer. Antoine se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos, le téléphone collé à l'oreille. « Maman, pas maintenant. Camille est à la maison. »« Non, je ne peux pas. Je te dis que je te rappellerai plus tard. » Il raccrocha précipitamment et se retourna. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte, une serviette enroulée autour de ses cheveux mouillés. « C'était ta mère au téléphone ? » « Oui, elle appelait juste pour dire bonjour. »« Et pourquoi chuchotais-tu ? » ?»« Tu étais sous la douche, je ne voulais pas te déranger. » Camille passa devant lui sans ajouter un mot, saisit son téléphone, et ouvrit son application bancaire. L'historique des opérations était vierge. Aucun nouveau virement suspect vers le compte d'Elisabeth. Mais quelque chose n'allait pas, son intuition hurlait à l'anomalie. Le lendemain, profitant de l'absence d'Antoine parti aider un collègue à déménager, Camille ouvrit son ordinateur portable. Elle connaissait son mot de passe par cœur, c'était la date de leur mariage. Elle accéda à sa boîte mail, puis à son espace bancaire personnel. Et là, elle le vit, un compte secondaire, discrètement ouvert il y a 3 semaines.
Sur ce compte, 2 virements récents destinés à Elisabeth Moreau. L'un de 220 €, l'autre de 190 €. Camille ferma les yeux et prit une profonde et douloureuse inspiration. C'était donc ça. Il avait simplement créé un nouveau canal de financement, totalement invisible pour elle. Quand Antoine rentra enfin, elle l'attendait assise sur le canapé, son ordinateur posé sur les genoux. Un nouveau compte bancaire secret ? Vraiment, lança-t-elle. Il se figea sur le seuil de la porte, le visage soudain blême. Camille. 410 € en 3 petites semaines, Antoine ? Tu avais juré que ce serait 150 par mois grand maximum. Maman en avait besoin de toute urgence. C'est toujours urgent avec elle. Elle a toujours besoin de quelque chose. Camille referma violemment l'ordinateur et le posa sur la table. Je propose que nous séparions nos finances de manière totale et définitive. Chacun aura son propre compte, son propre argent. Et nous diviserons les dépenses communes exactement par 2. C'est complètement stupide, gronda-t-il. Non, c'est parfaitement honnête. Tu pourras aider ta mère avec ton propre salaire, autant que tu le souhaiteras. Je n'y mettrai plus mon nez, mais tu ne toucheras plus jamais à mon argent. Antoine jeta sa veste sur un fauteuil avec rage. Nous sommes une famille. Une famille ne divise pas son argent. Une famille ne se ment pas ouvertement, rétorqua-t-elle froidement. Il ne répondit rien, se dirigeant vers la cuisine où il fit claquer la porte du réfrigérateur. Camille se leva, prit son téléphone, et commença à chercher les démarches exactes pour ouvrir un compte bancaire individuel. 3 jours plus tard, elle reçut un appel d'Elisabeth. « Camille, bonsoir. Comment vas-tu » demanda la belle-mère d'une voix mielleuse et faussement prudente. « Bonsoir, Elisabeth. Je vais bien. Écoute, ma chérie, je voulais te demander un petit conseil. J'ai une voisine qui vend une machine à coudre, elle est presque neuve. Je me disais que je pourrais l'acheter pour faire des ourlets, coudre quelques tabliers. » Camille se massa les tempes, fermant les yeux de lassitude. « Combien coûte cette machine ? » « Oh, à peine 80 €. Mais ma retraite est déjà épuisée, et la prochaine ne tombe que la semaine prochaine. » « Elisabeth, vous avez un fils. Demandez-lui donc cet argent. » « Oui, je l'ai déjà appelé. Mais il m'a dit qu'il n'avait plus un sou en ce moment. » Camille eut un sourire amer. Cela signifiait que son compte secret était déjà à sec, et qu'il n'osait pas puiser dans leur compte commun de peur de se faire prendre. « Alors, vous devrez attendre votre prochaine retraite. Mais ma voisine va la vendre à quelqu'un d'autre. Camille, ma douce, tu peux m'aider, toi. Antoine me dit toujours à quel point tu es économe et prévoyante. » « Non. » Un lourd silence tomba. « Comment ça, non » s'offusqua Elisabeth. « C'est non, je ne peux pas vous aider. Désolée. Mais ce n'est que 80 malheureux €. Elisabeth, je refuse d'en débattre davantage. Passez une bonne soirée. » Camille raccrocha sans ménagement. 1 minute plus tard, un texto d'Antoine s'affichait sur son écran. « Pourquoi as-tu été aussi impoli avec ma mère ?» Elle l'ignora superbement. Le soir, il rentra à la maison l'air sombre, balançant ses clés sur le meuble de l'entrée. « Maman m'a appelé en pleurs, elle m'a dit que tu lui avais refusé ton aide. » C'est l'exacte vérité. C'est 80 €, Camille. C'est une broutille. Alors, donne-lui cet argent de ta poche. Je n'en ai pas. Voilà. Tu n'en as pas parce que tu as déjà tout dilapidé pour satisfaire ses caprices. Et maintenant, tu espères piocher dans mes économies ? Ça ne marchera pas. Antoine frappa violemment du poing sur la table. Qu'est-ce que tu es devenu dur et sans cœur ? Je suis simplement devenue réaliste, répondit-elle d'un ton glacial. Il tourna les talons, s'enferma dans la chambre à coucher, et fit claquer la porte à faire trembler les murs. Le lendemain, pendant ses heures de travail, Camille reçut l'appel d'une inconnue, qui se présenta comme une collègue d'Antoine. « Bonjour.
Vous êtes bien la femme d'Antoine Moreau? Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, tout va bien. C'est juste que je voulais. Enfin, c'est assez gênant d'en parler au téléphone. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Camille fronça les sourcils, intriguée. De quoi s'agit-il exactement? La femme hésita un instant. Il s'agit d'Antoine. Et de sa mère. Je pense sincèrement qu'il y a des choses que vous devez savoir. Elles se donnèrent rendez-vous dans un petit café situé à 2 pas du bureau de Camille. La collègue, une femme de petite taille frôlant la quarantaine, se présenta sous le nom de Sophie. Je travaille avec Antoine depuis 4 ans, commença-t-elle en mélangeant nerveusement son café. C'est un bon gars, très professionnel, mais il y a un énorme problème. C'est lié à sa mère. Sophie hocha tristement la tête. Il passe son temps à emprunter de l'argent à tous ses collègues. Des petites sommes, par-ci par-là, 50 ou 100 euros. Il prétend toujours traverser une mauvaise passe financière et promet de rembourser la semaine suivante. Il le fait, c'est vrai, mais quelques jours plus tard, il recommence à mendier. Un jour, il a lâché par erreur que tout cet argent était pour sa mère. Camille crispa ses mains autour de sa tasse de café. Depuis combien de temps fait-il ça? 1 an et demi, au bas mot. Peut-être même plus. Je l'ai découvert par hasard, le jour où il m'a demandé un prêt. J'ai refusé, et d'autres collègues m'en ont parlé. Il fait la tournée de tout le bureau, en boucle. Vous savez combien il doit au total? Sophie haussa les épaules avec fatalisme. Je n'ai pas le chiffre exact, mais s'il tape régulièrement 7 ou 8 personnes, je dirais qu'il récolte facilement 1 000 euros par mois. 1 000 euros. Plus les 1 000 euros qu'il transférait officiellement depuis leur compte, plus une bonne partie de son propre salaire, qui filait directement dans les poches de sa mère. Pourquoi venez-vous m'en parler aujourd'hui? Demanda Camille, la voix tremblante. Parce que la semaine dernière, il m'a demandé 300 euros d'un coup. Il a osé me dire que sa femme devait subir une opération chirurgicale urgente. Ça m'a fait paniquer pour vous. Mais une autre collègue m'a révélé qu'il racontait des histoires terribles à tout le monde. Pour l'un, sa femme a une maladie incurable, pour l'autre, sa voiture a explosé. J'ai estimé que vous aviez le droit de savoir. Camille remercia chaleureusement Sophie et sortit du café, abasourdie par le silence assourdissant qui venait de s'abattre sur sa vie. Antoine ne se contentait pas de transférer de l'argent à sa mère. Il s'endettait auprès de la terre entière, inventait des drames familiaux immondes, et faisait passer sa propre femme pour une malade à l'article de la mort. Sa réputation. Leur réputation commune. Il la traînait dans la boue la plus crasse, tout ça pour les beaux yeux de sa mère. Le soir même, elle l'attendit dans le salon, une feuille de papier imprimée posée bien en évidence sur la table. C'était la liste des collègues envers qui il était endetté. Sophie la lui avait envoyée par mail. « Assieds-toi », ordonna Camille lorsqu'il franchit le pas de la porte. Antoine posa les yeux sur les documents, et son visage se décomposa littéralement. « C'est la liste de tes dettes envers 7 de tes collègues. Le grand total s'élève à 930 euros. Dis-moi, tu leur as vraiment parlé de ma prétendue opération chirurgicale? » Le silence lui répondit. Tu leur as parlé de notre voiture cassée, d'un père gravement malade, de difficultés à rembourser un crédit immobilier fantôme? J'avais terriblement besoin d'argent. C'était pour ma mère. Camille ne hurlait pas, mais sa voix tranchait l'air comme une lame de rasoir. Tu as fait de notre famille la risée de ton entreprise. Tu as fait de moi une handicapée, et de toi un minable endetté jusqu'au cou. Et tout ça pourquoi? Pour que ta précieuse mère puisse s'acheter des machines à coudre et des télévisions géantes. Antoine se laissa lourdement tomber sur une chaise. Je vais rembourser. Je rembourserai jusqu'au dernier centime. Et avec quoi, je te prie? Tu gagnes 2 500 euros, sur lesquels 1000 servent à payer ta part des charges de la maison. Il t'en reste 1500. Il te faudra des mois pour éponger ça, à condition de ne plus verser un seul centime à ta mère. Je demanderai à maman de m'aider.
Camille éclata d'un rire sarcastique, rempli de colère et d'amertume. À ta mère? Celle à qui tu donnes tout ce que tu possèdes? Tu crois vraiment qu'elle te donnera quoi que ce soit? Elle me le donnera. Elle ignorait totalement que j'empruntais à mes collègues. Bien sûr qu'elle l'ignorait. Elle se contentait de prendre l'argent, sans jamais se demander d'où il pouvait bien provenir. Camille se leva précipitamment et saisit son téléphone portable. J'ouvre un compte individuel dès cet instant. L'intégralité de mon salaire y sera versée. Tu n'y auras plus aucun accès, jamais. Nous paierons nos factures communes à 50 centièmes, par virements interposés. C'est terminé, il n'y a plus de carte commune, plus de compte commun. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'en ai parfaitement le droit, et c'est ce que je fais. Elle tourna les talons, s'enferma dans la chambre à coucher, s'assit sur le lit, et ouvrit l'application de sa banque sur son téléphone. La création d'un nouveau compte individuel ne lui prit que 10 petites minutes. Une semaine plus tard, Camille croisa sa voisine du dessus dans les escaliers de l'immeuble. C'était une dame âgée, avec qui elle échangeait quelques mots polis de temps en temps. « Ah, Camille !» La voisine s'arrêta, ses sacs de course à la main. « Comment allez-vous? J'ai appris que vous traversiez des moments très difficiles. » Camille se figea, sur ses gardes. « Quel moment difficile? » Eh bien, Antoine m'en a parlé. Sa maman m'a raconté que vous étiez gravement malade, et que les traitements médicaux coûtaient une fortune. Le sang de Camille se glaça dans ses veines. Qui vous a raconté ça? Elisabeth, sa mère. Elle est passée voir Antoine la semaine dernière, et nous avons discuté dans l'ascenseur. Elle s'inquiétait tellement pour vous. Elle m'a affirmé que vous alliez être hospitalisé sous peu. Camille hocha lentement la tête, forçant un sourire de façade. Je vous remercie de votre inquiétude, c'est gentil. Mais tout va très bien. C'était juste un banal examen de routine. Elle monta chez elle, jeta son sac à main sur le sol de l'entrée. La situation prenait des proportions hallucinantes. La belle-mère propageait des rumeurs, la faisait passer pour une malade en phase terminale, uniquement pour justifier les extorsions financières de son propre fils. Son téléphone se mit à vibrer dans sa poche. Un message de son amie Céline. « Camille, tu vas bien? J'ai entendu dire par une connaissance commune que tu étais gravement malade. Je peux faire quelque chose pour t'aider? » Camille tapa frénétiquement sa réponse. « Je vais parfaitement bien. Je n'ai aucune maladie. Ce ne sont que des rumeurs malveillantes. » Mais les messages affluaient de toutes parts. D'anciennes connaissances, des collègues d'Antoine, des voisins de leur ancien quartier. Tous s'enquéraient de sa santé, de ses traitements, de sa fameuse opération. Elisabeth avait lancé la machine infernale du téléphone arabe. Bientôt, la ville entière allait connaître Camille comme la pauvre femme malade. Folle de rage, elle composa le numéro de sa belle-mère. Elisabeth décrocha après la 5e sonnerie. « Camille, ma chérie, bonjour. Pourquoi racontez-vous à la terre entière que je suis gravement malade ?» hurla presque Camille. Une pause pesante s'installa. « Quoi? Mais je n'ai. » La voisine, nos amis, les collègues de votre fils, tout le monde me demande de mes nouvelles. Comment sont-ils au courant? Ma fille, je me faisais juste du souci pour toi. J'ai peut-être glissé à quelqu'un que tu n'étais pas très en forme. Je pète le feu, Elisabeth. Je suis en parfaite santé. Mais Antoine m'avait pourtant assuré que... Antoine est un menteur pathologique, et vous passez votre temps à propager ses mensonges pour le couvrir. Le ton d'Elisabeth devint soudain glacial. Je ne tolérerai pas que l'on me parle sur ce ton, jeune fille. Et moi, je ne tolérerai plus que l'on me fasse passer pour une mourante dans le seul et unique but de soutirer de l'argent aux gens. Quel argent? Mais quelle effronterie, s'indigna la belle-mère. Arrêtez ce cirque, Elisabeth. Je vous interdis de prononcer mon nom devant qui que ce soit. Si vous continuez, je porte plainte pour diffamation, c'est clair? Camille raccrocha violemment. Ses mains tremblaient de colère.
Elle se laissa tomber sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. C'était allé beaucoup trop loin. Ce n'était plus une simple histoire d'extorsion financière, c'était la destruction méthodique de sa réputation, de son identité, de sa vie. Antoine et sa mère faisaient d'elle une victime expiatoire, une malade imaginaire, un vulgaire prétexte pour s'attirer la pitié et l'argent des autres. Le samedi matin, la sonnerie de la porte d'entrée retentit. Camille alla ouvrir. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une veste en cuir, se tenait sur le palier. « Madame Camille Moreau ?»« Oui, c'est moi. »« Avez-vous une pièce d'identité ? Montrez-moi votre carte, s'il vous plaît. » Camille alla chercher sa carte d'identité, que l'homme examina avec soin. « Voici une convocation officielle. Un organisme de crédit vous poursuit en justice pour défaut de paiement. » Camille saisit l'enveloppe, les doigts tremblants. Une convocation au tribunal. Un crédit à la consommation d'un montant de 5 000 €, contracté à son nom, il y a exactement 3 mois. Il doit y avoir une erreur, murmura-t-elle, livide. Je n'ai jamais souscrit de crédit. Cela ne me concerne pas. Votre comparution au tribunal est fixée au 23 de ce mois, déclara l'huissier avant de tourner les talons. Camille resta figée dans l'entrée, les yeux rivés sur les documents judiciaires. Un crédit à son nom. 5 000 €. Antoine sortit de la chambre en pyjama, les yeux ensommeillés, l'air perdu. « Qu'est-ce qui se passe ?» bâilla-t-il. Elle lui tendit brutalement la convocation. « Explique-moi ça. » Immédiatement. Il parcourut le document des yeux, et son visage devint livide, d'un gris cadavérique. « Camille, tu vois, Tu as souscrit un crédit à mon nom, explosa-t-elle. J'avais désespérément besoin d'argent. Je ne pouvais pas le faire à mon nom, j'ai déjà 2 crédits sur le dos, la banque a catégoriquement refusé ma demande. Camille fit un pas menaçant vers lui. Tu as imité ma signature ? Tu as utilisé mes papiers d'identité dans mon dos ? Je pensais sincèrement que j'aurais le temps de tout rembourser avant que cela n'aille jusqu'au tribunal. C'est un délit pénal, Antoine. C'est une infraction grave, passible de prison. Il l'agrippa par les épaules, les larmes aux yeux. Camille, pardonne-moi, je t'en supplie, je ne voulais pas en arriver là. Ma mère était dans le besoin, c'était une urgence vitale. Je vais tout rembourser, je te le jure sur ma vie. Elle se dégagea violemment de son emprise, reculant d'un pas. Où est passé tout cet argent ? Exigea-t-elle, la voix vibrante de rage. Le silence s'étira, lourd et poisseux. Où est passé cet argent ? Hurla-t-elle. Maman a acheté une voiture. Une petite voiture d'occasion. Pour son petit-fils. Elle n'a pas de petit-fils. Nous n'avons pas d'enfant. Pour son futur petit-fils, Camille. Elle a dit, on va la garder au chaud, elle l'attendra. Camille éclata d'un rire hystérique, complètement au bord de la rupture nerveuse. Une voiture pour un hypothétique futur petit-fils. Financée par un crédit frauduleux contracté à mon nom. Pour 5 000 putains d'euros. Elle tourna les talons, fila dans la chambre, attrapa un grand sac de sport, et commença à y jeter toutes ses affaires pêle-mêle. « Où est-ce que tu vas ?» paniqua Antoine. « Loin de toi. Très loin. Camille, attends, je t'en prie. Ne m'approche pas. » Elle bourra son sac de vêtements, attrapa sa trousse à maquillage et ses documents importants. Antoine se tenait dans l'encadrement de la porte, le teint blafard, totalement désemparé. « Je demande le divorce des 2 mains, lâcha-t-elle en tirant violemment sur la fermeture éclair de son sac. Et je porte plainte contre toi pour usurpation d'identité et fraude. Ne fais pas ça, je t'en supplie. » Camille le fixa droit dans les yeux. Cet homme, avec qui elle avait partagé 6 années de sa vie, qu'elle avait profondément aimé, à qui elle avait accordé une confiance aveugle, n'était en réalité qu'un vulgaire escroc. Il avait volé sa signature, détruit son historique bancaire, et anéanti leur avenir commun. Et tout ça, pour les beaux yeux de sa mère.
C'est beaucoup trop tard pour les regrets. Elle quitta l'appartement en trombe, descendit par l'ascenseur, et s'engouffra dans sa voiture. Ce n'est qu'une fois sortie du parking de l'immeuble, à l'abri des regards, qu'elle s'autorisa enfin à éclater en sanglots. Elle passa 3 jours entiers chez Céline, tentant de reprendre ses esprits. Son amie ne lui posa aucune question indiscrète, se contentant d'être présente, de l'écouter et de la soutenir. Le 4e jour, Camille prit rendez-vous avec une avocate. La femme, d'âge mûr, écouta attentivement son récit effarant, prenant des notes précises sur son bloc. Un crédit contracté à votre nom sans votre consentement explicite, cela relève de l'usurpation d'identité et de la fraude. Vous pouvez déposer plainte à la police dès aujourd'hui. Mais c'est mon mari, hésita Camille. La loi s'applique à tous de la même manière, madame. Le lien de parenté ou le mariage n'exonère personne de sa responsabilité pénale dans ce genre de dossier. Camille acquiesça lentement. Et concernant ce crédit? Est-ce que je serai obligée de le rembourser? Si vous parvenez à prouver que la signature a été falsifiée, absolument pas. Une expertise graphologique sera ordonnée par un juge. Si elle confirme la falsification, le crédit sera purement et simplement annulé pour vous. Et votre mari devra s'expliquer devant la justice. Quant au divorce, déposez la requête le plus rapidement possible. Il y aura une procédure de séparation des biens, s'il y a des biens acquis en commun. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 ans. Nous n'avons en commun que les meubles et l'électroménager. Notre appartement est en location. Parfait, cela simplifiera grandement la procédure. D'ici 3 mois environ, vous serez officiellement libre. Camille sortit du cabinet de l'avocate avec un dossier épais sous le bras, et des instructions claires en tête. Déposer plainte au commissariat pour fraude. Déposer une requête en divorce. Dresser un inventaire précis des biens du ménage. Elle s'installa au volant de sa voiture, posant ses mains sur le cuir du volant. Voilà. C'était la fin de l'histoire. 6 années de vie commune, d'espoir partagé, de projets d'avenir, tout finissait à la poubelle. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'Antoine: Camille, maman est à l'hôpital. Elle a fait une crise cardiaque. Viens vite, je t'en supplie. Elle fixa l'écran un long moment. 1 mois plus tôt, elle aurait cru à ce message, elle aurait paniqué, et elle aurait couru à l'hôpital. Aujourd'hui, elle se contenta d'avoir un sourire ironique. Elle composa le numéro du standard de l'hôpital qu'Antoine avait mentionné, et demanda des nouvelles de la patiente Elisabeth Moreau, âgée de 61 ans. Nous n'avons aucune patiente de ce nom dans nos services, madame, lui répondit la standardiste. Elle vient peut-être tout juste d'arriver? Pourriez-vous vérifier aux urgences? Non, je vous confirme qu'elle n'est pas non plus enregistrée aux urgences. Camille raccrocha, glaciale. Ce n'était qu'une mise en scène de plus. Une énième manipulation affective pour la faire céder. Elle appela immédiatement Céline. J'ai besoin de ton aide. Demain matin, je vais au commissariat de police, et après-demain, je dépose officiellement ma demande de divorce. Tu acceptes d'être mon témoin? Évidemment, répondit Céline sans hésiter. Que dois-je faire? Contente-toi d'être à mes côtés, c'est tout. Au commissariat, un policier d'un certain âge, au visage marqué par la fatigue, écouta son témoignage, enregistra sa plainte, et demanda immédiatement une expertise de la signature figurant sur le contrat de prêt. Vous aurez les résultats d'ici une petite semaine. Si la falsification est avérée, nous ouvrirons une enquête officielle. Camille acquiesça, puis signa le registre pour accuser réception de la copie de sa plainte. En sortant du commissariat, elle tomba nez à nez avec Antoine. Il faisait les 100 pas près de l'entrée, le visage ravagé par l'angoisse, les yeux rougis. Camille, pardonne-moi. Maman n'est pas à l'hôpital. J'ai menti. Je voulais simplement que tu viennes me voir. Je m'en doutais. Ne porte pas plainte contre moi, je t'en prie. Je te jure que je te rendrai l'argent, que je solderai ce crédit, je vais tout réparer. Il est trop tard, Antoine.
Je vais me retrouver avec un casier judiciaire pour le reste de ma vie. Tu aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de falsifier ma signature. Elle le contourna pour rejoindre sa voiture, mais il la suivit de près. Camille, c'est la faute de ma mère. C'est elle qui me mettait la pression, elle me répétait sans cesse que j'étais un mauvais fils, que je l'abandonnais. Camille s'arrêta net et pivota vers lui. Tu as 34 ans, Antoine. Tu es un homme adulte. Arrête de te cacher éternellement derrière les jupes de ta mère. Mais je t'aime, Camille. Non, tu aimes ta mère. Pour toi, je n'étais qu'un simple distributeur de billets. Elle s'installa dans sa voiture et fit rugir le moteur. Antoine frappa désespérément à la vitre, mais elle refusa d'ouvrir. Elle quitta le parking en trombe, le regard braqué droit devant elle. Le soir même, de retour chez Céline, son amie lui prépara un thé fumant qu'elle posa devant elle avec douceur. « Comment ça s'est passé ?» demanda Céline. « Ils ont pris ma plainte au sérieux. Je dépose le dossier de divorce demain à la première heure. Tu tiens le coup ?» Camille acquiesça, mais à l'intérieur, elle se sentait horriblement vide. Une fatigue écrasante, une déception amère, une colère sourde, tout s'en mêlait pour former une boule douloureuse au creux de son estomac. « Tu sais ce qui me blesse le plus dans toute cette histoire, » dit-elle en fixant la surface de son thé. « Je croyais sincèrement que nous formions une équipe. J'étais persuadée que nous bâtissions un avenir commun. Mais en réalité, je n'étais qu'un portefeuille sur pattes pour entretenir sa mère. » Céline posa une main réconfortante sur son épaule. « Au moins, maintenant tu es fixé. Tu sais à quoi t'en tenir, et tu peux enfin avancer. » « Avancer » murmura Camille avec un rire jaune. Avec un crédit frauduleux de 5 000 € sur le dos, une réputation en lambeaux, et une confiance en l'autre totalement anéantie. « C'est sûr, j'ai un bel avenir devant moi. Le crédit sera annulé, et tu finiras par laver ta réputation. Et pour ce qui est de la confiance, eh bien, tu finiras par faire confiance aux personnes qui le méritent vraiment. » Camille but une gorgée de son thé. Il était brûlant, sucré, parfumé à la menthe. Exactement comme elle l'aimait, Céline la connaissait si bien. « Merci de ne pas m'avoir sorti la fameuse phrase « Je te l'avais bien dit », sourit faiblement Camille. « Je ne t'avais rien dit du tout. J'étais moi-même persuadée qu'il était quelqu'un de normal. » Moi aussi, je le croyais. Elles restèrent assises en silence, jusqu'à ce que leur tasse de thé soit complètement froide. Dès le lendemain, Camille déposa officiellement sa demande de divorce. Elle remplit méticuleusement tous les formulaires, régla les frais de justice obligatoires, et déposa l'épais dossier au greffe du tribunal. La première audience aura lieu d'ici un mois, l'informa brièvement la greffière. Vous recevrez votre convocation officielle par courrier. En sortant du tribunal, Camille attrapa son téléphone portable, se connecta à son application bancaire, accéda aux paramètres de sécurité de sa carte, et modifia immédiatement son code confidentiel. Elle ouvrit ensuite l'onglet de son second compte, changea le code là aussi, et bloqua définitivement l'accès d'Antoine à l'ensemble de ses finances personnelles. L'étape suivante consistait à contacter le service comptabilité de son entreprise. Elle rédigea une demande formelle pour que son salaire soit désormais viré sur son nouveau compte individuel, en y joignant son nouveau relevé d'identité bancaire. De retour chez Céline, elle s'installa devant son ordinateur, ouvrit un document texte, et commença à taper une liste de choses à faire. Divorce, demande déposée. Plainte à la police, déposée. Compte bancaire sécurisé, fait. Salaire sur le nouveau compte, fait. Trouver un appartement à louer. Récupérer le reste de mes affaires dans l'ancien appartement. Couper définitivement les ponts avec Antoine et sa mère. Céline se pencha par-dessus son épaule pour lire l'écran. C'est ton plan de bataille ? Ton plan d'évasion ? Ce n'est plus une évasion, répondit Camille. Tu es enfin libre. Camille regarda fixement sa liste. Libre. Le mot lui paraissait tellement étrange. Elle ne ressentait pas encore cette fameuse liberté.
Elle n'éprouvait qu'une fatigue immense et un grand vide intérieur. Mais au fond d'elle, il y avait aussi de la détermination. Une détermination froide, dure comme de l'acier, la poussant à aller jusqu'au bout de cette épreuve. Son téléphone se remit à vibrer. Un message d'Antoine: tu as changé tes codes de carte bleue. Je n'arrive plus à me connecter à ton compte. Camille eut un sourire mauvais. Cela signifiait qu'il avait encore essayé de puiser dans son argent, comme si de rien n'était. Elle tapa rapidement sa réponse. Tu ne pourras plus jamais le faire. Laisse-moi tranquille une bonne fois pour toutes. Elle envoya le message, puis bloqua immédiatement son numéro. Elle savait pertinemment que dès le lendemain, ou le jour suivant, il essaierait de venir la voir, de forcer le passage, de contourner ses barrières. Mais elle était prête à l'affronter. Ses cartes étaient bloquées, ses comptes sous haute surveillance, et son avocate était sur le coup. Les codes étaient changés, l'accès était définitivement fermé. Il ne lui restait plus qu'à attendre qu'Antoine tente une nouvelle offensive, pour qu'il s'écrase lamentablement contre un mur de briques. Et elle serait là pour le regarder s'effondrer, avec un petit sourire en coin. Le matin commença par un coup de sonnette strident et insistant à la porte de l'appartement. Camille ouvrit péniblement les yeux, jetant un regard au réveil, 7 heures du matin. Elle logeait toujours chez Céline, mais prévoyait de récupérer ses dernières affaires dans son ancien appartement dans la journée. La sonnerie retentit une seconde fois, encore plus longue. Céline sortit de sa chambre, enfilant son peignoir à la hâte. « Mais qui peut bien sonner à une heure pareille » grogna-t-elle. Camille colla son œil au judas de la porte. C'était Antoine. Son visage était rouge de colère, ses cheveux en bataille. « Ne lui ouvre surtout pas » murmura Céline. « Camille, ouvre cette porte immédiatement » hurla Antoine, en martelant le bois de ses poings. « Je sais que tu es là, ouvre-moi. » Céline sortit son téléphone, composa le numéro de la police, et garda son doigt suspendu juste au-dessus du bouton d'appel. « Camille, qu'est-ce que tu as fait avec tes cartes bancaires ? Je n'arrive plus à accéder au compte, hurlait-il depuis le couloir. Camille s'approcha de la porte, sans la déverrouiller. « Va-t'en, Antoine, ou j'appelle immédiatement la police » le prévint-elle fermement. « Tu as changé les codes. » « J'ai tout essayé, j'ai vérifié. » « En effet. » « Et alors ?» Il frappa si fort contre la porte que l'encadrement en trembla. « Je devais envoyer de l'argent à maman ce matin. Elle en a besoin en urgence, et je suis bloqué à cause de toi. » Camille eut un rire jaune. Il essayait donc de vider son compte salaire, comme à son habitude, pour satisfaire sa mère. « Ce ne sont plus mes problèmes, Antoine. » « Bordel, mais tu joues à quoi » hurla-t-il, si fort que tout l'immeuble devait l'entendre. « C'est notre argent à tous les deux. » « Non, Antoine. C'est mon argent à moi. Et tu n'y auras plus jamais accès. » Un silence pesant s'installa pendant quelques secondes, brisé soudainement par un choc violent. Il tentait d'enfoncer la porte à grands coups d'épaule. Céline appuya instantanément sur le bouton d'appel. « Urgence ou police » demanda l'opérateur. « Police, s'il vous plaît. Un homme est en train d'essayer de défoncer ma porte d'entrée. » Antoine dut l'entendre parler, car les coups cessèrent brutalement. « Camille, ouvre. Nous devons parler » supplia-t-il soudain. « Je n'ai plus rien à te dire. S'il te plaît. » Sa voix avait radicalement changé, passant de la fureur aveugle à la supplication en une fraction de seconde. « Maman est très malade. Elle a besoin d'argent pour des examens médicaux urgents. Je lui ai promis de l'aider aujourd'hui, tu comprends, n'est-ce pas ?» Camille entrebâilla la porte en laissant la chaîne de sécurité enclenchée, et le regarda droit dans les yeux. « Je comprends. Je comprends surtout que tu mens, encore et toujours. Ta mère n'est absolument pas malade, elle se porte comme un charme. Si, je t'assure, c'est son cœur. Arrête de mentir. J'ai appelé l'hôpital que tu m'as indiqué hier. Elle n'y a jamais mis les pieds. » Antoine resta muet, puis se jeta brusquement en avant, tentant de glisser son bras dans l'entrebâillement de la porte.
Ouvre cette porte tout de suite, ragea-t-il. Camille referma violemment le battant, la chaîne cliquetant bruyamment contre le métal. Céline se tenait derrière elle, le téléphone en main, l'air résolu. Une patrouille est en route, ils seront là dans 5 minutes, annonça-t-elle. Antoine, qui avait tout entendu, se remit à tambouriner furieusement contre la porte. Camille, tu es complètement folle ou quoi? Je suis ton mari. Mon ex-mari. Les papiers du divorce sont déjà déposés. Qu'est-ce que tu... Tu as bien entendu. J'ai déposé le dossier il y a 3 jours. Et j'ai aussi porté plainte contre toi à la police pour usage de faux et usurpation d'identité. Un silence interminable s'abattit dans le couloir. Puis, sa voix s'éleva à nouveau, sans cri cette fois-ci, étouffée et tremblante. Tu es sérieuse? Absolument. Camille. Je ne voulais vraiment pas faire ça. Tu as souscrit un prêt frauduleux à mon nom, Antoine. C'est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement. Je te jure que je rembourserai tout. C'est beaucoup trop tard. Des bruits de pas lourds et rapides résonnèrent depuis le rez-de-chaussée. La patrouille de police montait les escaliers au pas de course. Antoine dut l'entendre aussi, car il se précipita dans les escaliers pour fuir, mais percuta de plein fouet les 2 agents arrivés sur le palier. Vos papiers, s'il vous plaît, aboya sèchement l'un des policiers. Camille passa la tête par l'entrebâillement. Antoine se tenait coincé entre les 2 agents, blême, totalement perdu. C'est mon mari, expliqua-t-elle calmement. Il essayait de défoncer la porte. Y a-t-il des motifs d'inquiétude pour votre sécurité, madame, demanda l'agent. Oui, tout à fait. Il est très agité, très agressif. Je crains réellement pour ma sécurité. Les 2 policiers échangèrent un regard entendu, et l'un d'eux sortit son carnet. Vous souhaitez déposer une main courante ou porter plainte? Oui, je souhaite porter plainte. Les agents firent descendre Antoine. Il se retourna dans l'escalier, lançant un dernier regard à Camille. Ses yeux exprimaient l'incompréhension, la douleur, et une haine farouche. Tu vas le regretter amèrement, cracha-t-il. Non, répondit-elle avec un calme olympien. Je ne regretterai rien. La lourde porte de l'immeuble claqua en bas. Céline enlaça tendrement les épaules de Camille. Viens, je vais te préparer un bon thé. Camille opina du chef. Ses mains tremblaient encore, l'adrénaline pulsant fort dans ses veines, mais au fond d'elle, elle ressentait un étrange et puissant soulagement. Il était venu, il avait tenté de l'intimider, de faire pression, et il s'était cassé les dents. Le système fonctionnait, elle était protégée. Vers midi, elle se rendit à leur ancien appartement pour récupérer le reste de ses affaires. Céline l'accompagna, par simple précaution. Camille avait encore ses clés. Elle ouvrit la porte et pénétra dans les lieux. L'appartement empestait l'air renfermé et une vague odeur d'aigre. Dans la cuisine, une montagne de vaisselle sale trônait dans l'évier. Dans le salon, des vêtements étaient jetés un peu partout, et des bouteilles de bière vides s'entassaient sur la table basse. Il se dégrade à une vitesse folle sans toi pour faire le ménage, fit remarquer Céline avec une pointe de dégoût. Camille entra dans la chambre, ouvrit la grande armoire, et commença à entasser ses affaires dans de grands sacs cabas. Ses robes, ses pantalons, ses chaussures, ses cosmétiques laissés dans la salle de bain, ainsi que ses derniers documents rangés dans la table de nuit. Son téléphone se mit soudain à vibrer. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Elle décrocha. Oui, allô? Camille, c'est Elisabeth Moreau. La voix de sa belle-mère était sèche et cinglante. Je vous écoute. Que as-tu fait à mon pauvre fils? Il vient d'arriver chez moi, totalement effondré. Il prétend que tu as demandé le divorce? Oui, c'est exact. Comment oses-tu faire une chose pareille? Il t'aime à la folie, il a toujours tout fait pour toi. Camille eut un ricanement amer, tout en continuant de plier ses vêtements. Non, il a toujours tout fait pour vous, Elisabeth.
Je n'étais qu'une simple vache à lait pour financer vos caprices. Espèce d'effrontée. Tu es en train de détruire cette famille. Vous avez détruit cette famille. Vous et votre fils adoré. Je vais venir te voir, on va s'expliquer toutes les deux, menaça la belle-mère. Ne venez surtout pas. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je vais te forcer à changer d'avis, tu m'entends? Camille s'arrêta net, fixant l'écran de son téléphone d'un air mauvais. Elisabeth, écoutez-moi bien. Si vous osez vous approcher de moi, j'appelle immédiatement la police. Si vous tentez de me recontacter, je porte plainte pour harcèlement. Laissez-moi tranquille, c'est clair? Tu vas le payer très cher. Je vais raconter à tout le monde quel genre de monstre tu es. Racontez ce que vous voudrez, je n'en ai strictement plus rien à faire. Elle raccrocha et bloqua immédiatement le numéro. Céline, qui se tenait près de la porte avec un sac plein, la regarda avec inquiétude. Ta belle-mère te menace? Oui. La prochaine fois, enregistre la conversation. Ça pourrait te servir au tribunal. Camille acquiesça. Enregistrer, documenter, rassembler des preuves à charge. Telle était sa nouvelle vie désormais. Elles transportèrent les affaires jusqu'à la voiture, en 3 allers-retours, remplissant 4 gros sacs. Camille jeta un ultime regard circulaire à l'appartement. Elle avait vécu 6 ans entre ces murs. 6 ans d'espoir, de projets d'avenir, d'illusions perdues. Elle referma la porte, laissant définitivement ses clés sur la petite console de l'entrée. Ce n'était plus chez elle. 2 jours plus tard, la convocation du tribunal arriva enfin. La première audience pour le divorce. Camille lut le texte officiel, ligne par ligne. Demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, à l'initiative de la plaignante Madame Moreau, née Camille. Le téléphone sonna. C'était la mère d'Antoine, utilisant encore un nouveau numéro. Camille refusa l'appel. 1 minute plus tard, un message apparut. « Camille, je t'en prie, voyons-nous, parlons-en comme des adultes civilisés. Antoine souffre le martyre. » Elle supprima le message et bloqua le numéro. 1 heure après, un nouveau message provenant d'un 3e numéro différent. « Tu es en train de gâcher sa vie. Il fait une grave dépression, les médecins disent qu'il pourrait faire une bêtise à tout moment. » Camille fit une capture d'écran du message, l'envoya directement à son avocate, et le classa dans le dossier numérique intitulé « Preuve de harcèlement ». Le soir même, alors qu'elle était encore au bureau, une collègue avec qui elle échangeait d'ordinaire assez peu s'approcha de son bureau, l'air gêné. « Camille, pardonne-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais une femme a appelé le standard tout à l'heure, elle posait beaucoup de questions sur toi. » « Quelle femme ?» s'inquiéta Camille. Elle a dit qu'elle était la mère de ton mari. Elle prétendait que tu étais psychologiquement instable, que tu avais abandonné son fils lâchement, et elle exigeait de parler à la direction pour les mettre en garde contre toi. Camille serra les poings sous son bureau à s'en blanchir les jointures. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit que c'était une affaire purement privée qui ne regardait pas l'entreprise. Mais elle insistait lourdement, elle voulait à tout prix qu'on passe l'appel au directeur. Je vous remercie de m'avoir prévenu. C'est très gentil à vous. La collègue s'éloigna. Camille attrapa son téléphone et composa le numéro de son avocate. Ils essaient de ruiner ma réputation professionnelle sur mon lieu de travail. Ma belle-mère a appelé mes collègues pour répandre des calomnies. Demandez à vos collègues de prendre ces appels en note, et récolter leurs témoignages écrits, conseilla l'avocate. Nous allons pouvoir déposer une plainte pour diffamation. Combien cela va-t-il me coûter en frais d'avocat? Comptez environ 5 000 € de plus pour entamer la procédure. Mais si nous gagnons, ce qui est très probable, ils seront condamnés à vous rembourser l'intégralité de vos frais de justice. Camille accepta sans hésiter. 5 000 €. Encore un trou béant dans son budget, mais se taire revenait à les laisser gagner, et c'était hors de question. À la fin de la semaine, Antoine fit une nouvelle apparition. Cette fois, il l'attendait devant les locaux de son entreprise, guettant sa sortie.
Camille l'aperçut à travers la grande baille vitrée du hall. Il se tenait debout près de sa voiture, les épaules voûtées, vêtu d'une veste froissée. Elle fit demi-tour, emprunta la sortie de secours réservée au personnel, contourna le bâtiment par l'arrière, et rejoignit sa propre voiture garée sur le parking des employés, avant de démarrer en trombe. Son téléphone vibra. « Je t'ai vu. Pourquoi fuis-tu comme ça ?» Elle ne répondit pas, sortant du parking. Un nouveau message suivit rapidement. « Camille, pardonne-moi, j'ai enfin tout compris. Je te jure que je n'aiderai plus jamais ma mère. Je te le promets. » Puis un autre, « Reviens, je t'en supplie. Je suis incapable de vivre sans toi. » Et encore un, « Je vais changer du tout au tout, donne-moi juste une dernière chance. » Camille bloqua le numéro. 5 minutes plus tard, un message émanant d'un nouveau numéro s'affichait. « Arrête de m'ignorer, bon sang, on est une famille. » Elle gara sa voiture sur le bas-côté de la route et appela Céline, la voix tremblante. « Il me traque, Céline. Il utilise sans arrêt de nouveaux numéros, il m'inonde de messages, et maintenant il fait le pied de grue devant mon boulot. » « Enregistre absolument tout, » ordonna Céline d'un ton martial. « Compile toutes ces preuves. Tu vas devoir demander une ordonnance de protection au juge. » Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une injonction d'éloignement délivrée par le tribunal. S'il s'approche de toi ou te contacte, il finit direct en garde à vue. Camille opina du chef, bien que Céline ne puisse pas la voir. Une ordonnance de protection. Encore de la paperasse, encore une nouvelle procédure judiciaire. Elle était épuisée. Épuisée par cette lutte incessante, par ces tribunaux, par cette tension permanente qui lui broyait les nerfs. Elle n'aspirait plus qu'à un peu de paix et de silence. La première audience pour le divorce fut purement formelle. La juge aux affaires familiales, une femme d'âge mûr portant de petites lunettes, lut la requête à voix haute, puis demanda l'avis de chaque partie. Antoine était venu accompagné de son avocat, un jeune loup en costume de marque, probablement payé par sa mère. « Madame la juge, mon client refuse catégoriquement ce divorce, » plaida l'avocat avec assurance. Il désire ardemment sauver son mariage et préserver sa famille. La juge tourna son regard vers Camille. « Madame, maintenez-vous votre demande de divorce ? » « Oui, absolument. Les motifs sont clairs, violation répétée de nos accords financiers, mensonge pathologique et usurpation de mon identité pour contracter un prêt. J'ai apporté toutes les preuves nécessaires. » Camille tendit à la juge un épais dossier contenant les relevés bancaires, les captures d'écran de leur conversation, ainsi que le récépissé de sa plainte déposée au commissariat. La magistrate feuilleta le dossier en fronçant les sourcils. « Vous avez bel et bien déposé plainte au pénal ?» demanda-t-elle. « Oui, madame la juge. Pour usurpation d'identité et fraude financière. » L'avocat d'Antoine tenta d'intervenir pour minimiser les faits, mais la juge le fit taire d'un geste sec de la main. « La prochaine audience aura lieu dans un mois exactement. D'ici là, je vous prie de bien vouloir me fournir les premiers résultats de l'enquête de police concernant cette plainte pour fraude. » Camille sortit de la salle d'audience, sentant un poids énorme écraser ses épaules. Un mois d'attente supplémentaire. Encore un mois à vivre dans le doute et l'angoisse. Antoine la rattrapa dans les couloirs du palais de justice. « Camille, attends-moi. » Elle s'arrêta, mais refusa de se retourner. « Pourquoi t'acharnes-tu comme ça ? Ta plainte à la police. Tu as conscience de ce qui va m'arriver ? » J'en ai parfaitement conscience, oui. Tu seras poursuivi et condamné pour avoir falsifié des documents à mon nom. Je vais avoir un casier judiciaire qui va me suivre toute ma vie. Elle se retourna lentement et le fixa droit dans les yeux, glacial. Il fallait y réfléchir avant d'agir. Quand j'ai signé ce papier à ta place, je voulais juste venir en aide à ma mère. C'est toujours la même rengaine. Maman, maman, maman. Mais j'étais ta femme, bordel. J'étais quoi, moi, pour toi ? Il baissa les yeux vers le sol. Tu comptais beaucoup pour moi.
Ceux à qui l'on tient ne sont pas des vaches à lait qu'on trait en cachette, Antoine. Camille tourna les talons et se dirigea d'un pas vif vers sa voiture. Il n'essaya pas de la suivre. Les résultats de l'expertise graphologique tombèrent peu de temps après, confirmant sans l'ombre d'un doute la falsification de sa signature. La police ouvrit officiellement une enquête criminelle, et Antoine fut convoqué pour un interrogatoire serré. Camille était chez elle lorsqu'elle reçut un message de l'avocat d'Antoine: « Mon client est disposé à plaider coupable et à rembourser l'intégralité du prêt, à condition que vous retiriez votre plainte au pénal. » Elle appela immédiatement son avocate pour lui demander conseil. « Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous retirez votre plainte, il s'en sortira très probablement avec une simple peine de prison avec sursis ou une forte amende. Si vous maintenez les charges, il risque de la prison ferme, jusqu'à 5 ans. Je suis prête à retirer ma plainte, à la stricte condition qu'il solde ce crédit dans son intégralité et qu'il signe un document officiel par lequel il renonce à toute réclamation sur nos biens communs. C'est une offre très raisonnable. Je vais transmettre vos conditions à la partie adverse. » La réponse tomba 3 jours plus tard, c'était un oui. Antoine solda le crédit frauduleux, et signa l'accord de renonciation aux biens. Camille tint parole et retira sa plainte au commissariat. L'affaire pénale fut classée suite à cet arrangement à l'amiable. La seconde audience de divorce fut expédiée en un temps record. La juge lut à voix haute l'accord de séparation des biens, tout revenait à Camille, à l'exception des affaires strictement personnelles d'Antoine. « Monsieur, confirmez-vous votre accord ?» Antoine hocha faiblement la tête. Il avait une mine effroyable, amaigrie, le teint gris, les yeux creusés par de profondes cernes noires. « Madame, confirmez-vous également ? » « Oui, madame la juge. » « Par conséquent, je prononce officiellement la dissolution de ce mariage. Vous recevrez votre jugement de divorce par courrier d'ici une dizaine de jours. L'audience est levée. » Le coup de marteau résonna dans la salle. C'était la fin. Camille quitta le tribunal en femme libre. Techniquement, il lui restait 10 jours à attendre, mais dans les faits, ce mariage n'existait déjà plus. Elle loua un charmant petit appartement à la périphérie de la ville. Un modeste 2 pièces dans un immeuble ancien, mais propre, lumineux et accueillant. C'était son chez-soi. Sans Antoine, sans sa mère toxique, sans dettes cachées et sans hurlements. Le déménagement lui prit toute une journée. Céline vint lui prêter main forte, apporta des cartons, et l'aida à monter et disposer ses meubles. « Eh bien voilà », s'exclama Céline en balayant le petit salon du regard. « Bienvenue dans ton nouveau nid. » Camille sourit et s'assit sur le canapé. Le silence y régnait en maître. Un silence inhabituel, presque assourdissant, mais tellement apaisant. « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Céline. » « Arrête de me remercier, on est amis, c'est normal. » Céline repartit en fin de journée. Camille se retrouva seule dans ce nouvel appartement encore un peu vide, où chacun de ses pas résonnait contre les murs. Elle se prépara un dîner tout simple, des pâtes au fromage. C'était rapide et réconfortant. Elle mangea en silence, fit la vaisselle, puis s'installa sur son canapé, une tasse de thé fumant entre les mains. Son téléphone ne sonna pas. Aucun appel d'Antoine, aucune menace de sa belle-mère. Le silence absolu. Une semaine plus tard, le courrier officiel contenant son jugement de divorce arriva. Un simple bout de papier orné du sceau de la République française. Le mariage était dissous. Camille tint le document entre ses mains, détaillant chaque ligne. 6 années de vie commune, résumées en un simple certificat administratif. Le sentiment qui l'envahit alors fut étrange. Ce n'était ni du soulagement pur, ni de la joie, mais plutôt un immense vide, mêlé à une fatigue profonde. Elle rangea précieusement le jugement dans son dossier de papiers importants. C'était fait, la page était tournée. Le soir même, Céline l'appela. « Comment te sens-tu ? Ça va, vraiment ? » Camille prit le temps de réfléchir. Comment se sentait-elle ? Elle était libre, enfin. Seule, certes, mais libre de toute dette, le crédit ayant été soldé par Antoine. Sans mari,
sans belle famille toxique. Je suis épuisée, avoua-t-elle sincèrement. Vraiment, profondément épuisée. Ça finira par passer, tu verras. Laisse-toi un peu de temps. Camille approuva silencieusement. Du temps. Oui, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Un mois plus tard, le hasard fit qu'elle aperçut Antoine dans un grand centre commercial de la ville, près de l'espace restauration. Il était attablé avec une jeune femme d'à peine 25 ans, qui riait aux éclats à l'une de ses blagues. Camille se cacha derrière un gros pilier en béton, les observant discrètement. Il avait l'air en bien meilleure forme qu'au tribunal, il avait repris un peu de poids, et il souriait de toutes ses dents. Au pied de la jeune femme s'entassaient plusieurs gros sacs de shopping d'enseignes coûteuses. Camille fit demi-tour et s'éloigna tranquillement, sans attendre qu'il ne la remarque. Il n'avait aucune envie de la croiser, et c'était réciproque. La vie suivait son cours. Pour lui, avec une toute nouvelle victime à plumer. Et pour elle, seule, mais maîtresse de son destin. Encore un mois plus tard, tard dans la soirée, Camille était assise sur son canapé. Un film quelconque passait à la télévision, mais elle n'y prêtait aucune attention. Elle repensait au passé, à ses 6 années de mariage, à ses rêves brisés, à ses projets avortés. À cet appartement qu'ils devaient acheter ensemble, à cet enfant qu'ils espéraient avoir. Rien de tout cela ne s'était concrétisé. Tout s'était écroulé à cause d'une seule et même personne, Elisabeth Moreau. Cette femme avait détruit leur union, siphonné leurs économies, et transformé son propre fils en menteur et en voleur. Pourtant, la blâmer elle seule aurait été profondément injuste. Antoine avait fait ses propres choix. À chaque fois qu'il transférait cet argent en cachette, à chaque fois qu'il lui mentait effrontément, à chaque fois qu'il faisait passer sa mère avant sa propre épouse, c'était son choix, à lui. Camille se leva et s'approcha de la fenêtre. La ville s'étendait sous ses yeux, illuminée par les lumières des appartements et les phares des voitures sur les boulevards. La vie bouillonnait, avançait sans cesse, sans jamais s'arrêter. Et elle faisait partie de ce grand tout. Seule, certes, mais belle et bien vivante. Son téléphone vibra doucement. C'était un message d'une collègue, Camille, on organise une soirée d'entreprise demain soir. Tu viens avec nous? Quelques mois auparavant, elle aurait décliné l'invitation. Elle aurait prétexté que son mari l'attendait pour dîner, ou qu'elle était trop fatiguée. Mais aujourd'hui, personne ne l'attendait. Avec grand plaisir, répondit-elle en souriant. Elle posa sa tasse dans l'évier et éteignit la télévision. Demain serait un jour nouveau. Une journée de travail classique, suivie d'une soirée entre collègues, puis un nouveau réveil. Sa vie n'avait rien d'un conte de fées, mais au moins, c'était la sienne, et personne ne la lui dicterait plus jamais. 3 mois s'écoulèrent depuis le prononcé du divorce. Camille s'était habituée à la solitude, au calme réconfortant de ses soirées, aux repas préparés pour une seule personne, et à ce grand lit vide. Ses finances s'étaient spectaculairement redressées. Son salaire tombait sur son compte personnel, et personne ne venait plus y fouiner. Elle parvenait à mettre de belles sommes de côté chaque mois, et recommençait à rêver de s'acheter son propre appartement. Un petit 2 pièces, mais qui serait à elle, rien qu'à elle. Elle n'avait plus jamais recroisé Antoine. Des connaissances communes lui avaient glissé qu'il était retourné vivre chez sa mère, et qu'il fréquentait une nouvelle fille, très certainement celle aperçue au centre commercial. Camille n'éprouvait plus aucune colère, ni aucune tristesse. Juste une profonde indifférence. Il faisait désormais partie de son passé, au même titre que ses années de lycée ou d'université. C'était du passé, point final. Un soir, en rentrant du travail, elle croisa une ancienne voisine dans la rue, une dame âgée et sympathique promenant son chien. « Bonjour, Camille. Comment allez-vous? » »« Bonsoir, madame. Je vais très bien, merci, et vous? » ?»« Et votre mari? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas croisé dans le quartier. » »« Nous avons divorcé. » La voisine porta une main choquée à sa poitrine. « Oh mon Dieu, pardonnez-moi, je l'ignorais totalement. Je me disais bien que je ne le voyais plus. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement.
Le principal, c'est que vous soyez en bonne santé et heureuse. Heureuse. Ce mot résonna étrangement dans la tête de Camille alors qu'elle regagnait son appartement. Était-elle heureuse? Non, pas particulièrement, mais elle n'était pas malheureuse non plus. Elle flottait quelque part entre les deux. Apaisée, libre, et financièrement stable. Peut-être que le grand bonheur viendrait plus tard, ou peut-être qu'il ne viendrait jamais. Mais pour l'instant, elle avait trouvé la paix, et c'était déjà un cadeau inestimable. 6 mois passèrent. Une demi-année de liberté totale. Camille était assise dans sa petite cuisine, sirotant son café matinal tout en observant le ciel par la fenêtre. C'était le printemps, et les premières feuilles vertes bourgeonnaient sur les arbres de l'avenue. Le soleil brillait, doux et chaleureux. Son téléphone vibra sur la table. Un message de sa banque: « Félicitations, votre demande de prêt immobilier est acceptée. Montant accordé, 180 000 €. Un immense sourire illumina son visage. C'était accordé. Cela signifiait qu'elle aurait bientôt son propre appartement. Un petit chez-soi, bien à elle. Sans Antoine pour piocher dans ses économies, sans Elisabeth Moreau pour la harceler. Elle termina son café, posa délicatement sa tasse dans l'évier, et laissa son regard balayer sa cuisine déserte et son appartement silencieux. Elle ignorait de quoi demain serait fait. Rencontrerait-elle un homme bien? Fonderait-elle une vraie famille? Aurait-elle des enfants? Elle n'en savait absolument rien, et cela ne l'effrayait plus du tout. La seule chose dont elle était absolument certaine, c'était qu'elle ne revivrait plus jamais un tel cauchemar. Plus personne ne mettrait la main sur son argent, ni sur sa vie, ni dans sa tête. Les limites étaient clairement posées, les murs de protection solidement érigés. Elle avait appris à dire non, elle avait appris à se défendre avec acharnement, et elle avait appris à apprécier sa propre compagnie. Le téléphone restait muet. Aucun appel désespéré d'un ex-mari, aucune exigence farfelue d'une ex-belle-mère. Seulement le silence. Ce silence qui l'angoissait tant au début de sa séparation, et qui lui était devenu si cher, si précieux. C'était son silence à elle. Camille attrapa son sac à main, sortit de l'appartement, et verrouilla soigneusement la porte derrière elle. Devant elle s'ouvrait une toute nouvelle journée, ordinaire, parfois difficile, mais qui n'appartenait qu'à elle.